Bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinar. Avant de commencer, pour laisser le temps à tout le monde de se connecter, on va commencer par un petit sondage comme d'habitude pour connaître un peu notre auditoire. C'est pas ça. C'est quoi ça? C'est mon truc qui s'est affiché. Je sais pas. C'est peut-être parce que Ah oui. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vous partage juste le résultat du sondage rapidement, donc pour vous montrer qu'on est ravis d'avoir pas que des personnes spécialistes en prévention du risque infectieux dans l'auditoire, mais également des personnes de néonatologie. Et donc, on est vraiment ravis que vous soyez tous présents. Et puis, on est déjà 100 personnes connectées, donc c'est énorme. Et on vous remercie de prendre du temps pour venir participer à ce webinaire. Le premier webinaire sera en ligne pour les adhérents d'ici la fin de semaine, pour ceux qui voudraient, les adhérents SF2H, pour le revoir ou le voir tout court. Et donc, pour le webinaire du jour, on va plutôt parler antisepsie, soins de cardon et dispositifs invasifs. Et donc, on va commencer les présentations par Madame Souiri, qui est cadre spécialiste en prévention du risque infectieux au siège de la PHP. Et je lui donne la parole. Je vais demander aux autres de couper leur webcam. Ok, bonjour à tous. Donc, Valérie Souiri, comme l'a dit très bien Stuti, merci de m'avoir invitée. Alors, j'essaye de faire disparaître. Ah non, c'est ça, il faut que je vais partager mon écran. Et vous allez me dire d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Et je voudrais aussi que vous me confirmiez que vous voyez mon PowerPoint. Oui. Stuti, est-ce que tu peux me dire s'il y a bien le partage de… Oui, oui, tout va bien, on t'entend, on voit tout. Mais alors, ah oui, voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, pardon, excusez-moi, petit réglage technique. Voilà, et voilà. Et accessoirement, donc je suis aussi puéricultrice et c'est pour ça que j'ai été sollicitée par la SF2H pour participer aux travaux en lien avec la néonate.
Donc, je vais vous parler de 2 sujets et pour moi, c'est assez facile puisqu'en fait, c'est vous présenter des recommandations qui ont été émises très récemment par la SF2H et qui ont été écrites dans le contexte où il y a eu d'abord des premières recommandations auxquelles j'ai participé aussi et qui étaient sur la nutrition parentale en néonatologie qui sont parues en 2020. Et suite à ça, on a été sollicité pour travailler en partenariat aussi avec la Société française de néonatologie pour émettre un avis sur les cathéters veineux ombilicaux qui n'existaient pas à la SF2H. Et il nous a paru important, avant d'accéder à cette demande, de mettre à jour les recommandations sur l'antisepsie cutanée en néonatologie et aussi de faire un point et donner un avis sur les soins de cordon ombilical. Et donc, c'est ces 2 premiers avis que je vais vous présenter. Et sachez que début 2024, donc un groupe de travail va démarrer pour ensuite émettre des recommandations sur les cathéters veineux ombilicaux. Donc, l'avis sur l'antisepsie cutanée en néonatologie remplace les recommandations qui existaient sur l'antisepsie cutanée pour les enfants qui avaient été émises en 2007 et complétées en 2011 par un avis spécifique pour la néonatologie et les nouveau-nés. Bien sûr, ces recommandations de 2007 restent d'actualité pour les enfants au-delà d'un mois, au-delà de 28 jours. Et cet avis sur l'antisepsie cutanée complète les recommandations récentes de 2019 sur les cathéters veineux périphériques, les midline et les cathéters sous-cutanés pour toute la partie néonatologie et nouveau-nés. Donc, vous êtes nombreux à écouter, à travailler déjà en néonatologie, donc je ne vais pas vous faire l'injure de redéfinir la prématurité, mais pour les professionnels des EOH qui n'ont pas trop l'expérience de la néonatologie, on a l'habitude de séparer en fait la prématurité selon l'âge gestationnel à la naissance et on compte en semaines d'aménorrhée. Et vous voyez que la prématurité peut être classée en prématurité modérée, grande prématurité ou extrême prématurité et ça va concerner les enfants qui naissent avant 28 semaines d'aménorrhée. Dans cet avis, vous retrouverez un certain nombre d'éléments physiologiques qui ont été vraiment, qui sont issus de la bibliographie bien actualisée et on a appris beaucoup de choses au cours de ces dernières années, même si ça reste quelque chose de très compliqué sur la maturation cutanée du nouveau-né. Et bien sûr, vous comprendrez que c'est quelque chose qui est difficile à évaluer et qui doit prendre en compte à la fois le terme de naissance, mais aussi l'âge postnatal, puisque dès lors que le bébé est né, même s'il est extrêmement prématuré, la maturation de sa peau va évoluer différemment que s'il était resté in utero. Et bien sûr, vous imaginez bien que plus la prématurité est grande et plus l'âge postnatal est précoce, en particulier les 48 premières heures de vie, et bien plus la peau va être capable d'absorber les substances qu'on va appliquer. Et puis, on a aussi beaucoup appris sur le microbiote cutané du nouveau-né, qui a des fonctions, bien sûr, de barrière cutanée, mais qui peut aussi servir de réservoir de pathogènes. Pardon pour cette diapositive qui est complètement illisible et imbitable, mais vous allez retrouver tout ça dans le document et dans l'avis sur l'antisepsie cutanée. En tout cas, il est important de rappeler un certain nombre d'éléments aussi épidémiologiques. En néonatologie, on a l'habitude de classer les infections néonatales si elles sont très précoce dans les 48 premières heures de vie, on va plutôt dire que c'est une infection materno-fétale ou périnatale et au-delà de 48 heures de vie, on va plutôt considérer que c'est une infection associée aux soins. Les bactériémies et les sepsis sont la première cause d'infection associée aux soins en néonatologie et vous voyez, si le bébé est extrêmement prématuré, on va multiplier par 10 le risque d'avoir une bactériémie par rapport à un nouveau-né qui est né à terme. Et puis, les portes d'entrée, de toute façon, déjà, la bactériémie est souvent un diagnostic difficile parce que la réalisation des hémocultures, c'est très difficile chez un extrême prématuré. Et les micro-organismes, qui sont souvent les micro-organismes de la peau, vous l'avez vu, c'est souvent du staph à coagulase négative. Et on a souvent du mal à déterminer
l'origine et la porte d'entrée, même si on pense que c'est souvent l'origine qui est cutanée et qui se fait au travers des dispositifs médicaux. Ne pas négliger aussi la porte d'entrée digestive, parce que l'épithélium digestif est extrêmement fin chez le prématuré et on peut avoir aussi une porte d'entrée par translocation digestive. Et ensuite, les facteurs de risque liés à la prématurité. D'abord, le fait que le bébé soit hospitalisé, ça va l'exposer aux micro-organismes de l'écologie hospitalière et donc il est à risque de rencontrer des bactéries résistantes ou multirésistantes. Il a aussi, physiologiquement, comme il est extrême prématuré, une immaturité de son système immunitaire. Et ça va vraiment gêner ses capacités à se défendre contre les micro-organismes. Et puis, pour sa survie, plus il est prématuré, plus on va avoir recours à des dispositifs invasifs. Donc, tout ça est à prendre en compte, évidemment, dans le risque infectieux en néonatologie. Autres éléments à prendre en compte, en considération, pardon de le répéter, ça ne mange pas de pain de le redire, mais bien sûr, si on veut faire de la prévention du risque infectieux en néonatologie, en premier lieu, il faut respecter les précautions standards et je dirais en premier lieu la désinfection des mains avant tout contact avec le nouveau-né. On enfonce aussi des portes ouvertes en disant qu'avant toute effraction cutanée, bien sûr, il faut réaliser une antisepsie de la peau, autant chez le prématuré que chez l'enfant que chez l'adulte. Élément important à prendre en compte, l'enfant prématuré et extrême prématuré va être pris en charge dans un incubateur. J'ai l'habitude de dire attention, ambiance tropicale, mais en fait ça résume bien la situation. On le met dans un environnement chaud et humide qui va être particulièrement propice à la pullulation microbienne, d'autant que c'est dans cet espace confiné, chaud et humide qu'on va réaliser les soins, mais qu'on va aussi, par exemple, gérer les excrétas du bébé. Et bien sûr, si vous voulez, si vous êtes dans une préoccupation de faire diminuer le risque infectieux dans votre service de néonatologie, vous savez que ce n'est pas en appliquant une seule mesure que vous allez faire changer les choses, mais souvent c'est en faisant un faisceau d'actions, en associant plusieurs actions qu'on va arriver à améliorer la prévention du risque infectieux, que ça passe par l'hygiène des mains, l'application des précautions standards. L'antisepsie cutanée en fait partie, mais ce n'est pas le seul moyen. Limiter le nombre d'effractions cutanées, diminuer la durée de portage des dispositifs médicaux, par exemple. L'utilisation des antiseptiques chez le nouveau-né et chez le prématuré, c'est un vrai défi parce qu'on veut à la fois trouver de l'efficacité, compte tenu de l'ambiance microbiologique que je viens de vous décrire, et à la fois on veut à tout prix prévenir le risque de réaction cutanée ou le risque de toxicité pour le nouveau-né. Et ça, c'est un vrai défi puisque l'antiseptique, pour être efficace, on a besoin d'avoir un principe actif, mais souvent, ce qui fait l'efficacité de l'antiseptique, c'est aussi sa concentration et ça nous pose un problème avec des peaux immatures et très fragiles. Donc, peut-être d'emblée, on peut dire que, attention, les antiseptiques alcooliques et les dérivés iodés, c'est une contre-indication formelle chez le prématuré, mais aussi chez le nouveau-né, jusqu'à 28 jours de vie. Avant 1 mois de vie, on ne peut pas employer ces antiseptiques. Et que les réactions cutanées sont d'autant plus à craindre que le terme est précoce, que le poids de naissance est faible et que l'âge de vie est faible. Vous trouverez dans ces recommandations un petit tableau issu des données pharmaceutiques et qui vous redonne pour les produits qu'on peut utiliser en néonatologie, une reprise des principes actifs, de l'efficacité, de la tolérance et aussi des précautions et des contre-indications. Vous verrez que pour la biseptine qui contient de la chlorhexidine est connue pour avoir une neurotoxicité, donc on ne l'emploie pas en neurochirurgie, mais attention, on ne le met pas sur les muqueuses et on ne le met pas, par exemple, sur le tympan. Peut-être qu'avant de passer aux recommandations, 2 risques importants à ne pas négliger quand on parle d'antisepsie en néonatologie. D'abord, pour les raisons qu'on a expliquées auparavant sur l'incubateur et le microbiote cutané, il est recommandé en néonatologie de systématiquement faire une détertion de la peau
avant d'appliquer l'antiseptique. Et si on utilise du savon, il faut être extrêmement précautionneux. On n'y va jamais directement avec du savon sur la peau du prématuré. Ça va être toujours quelques gouttes appliquées sur une compresse humidifiée avec de l'eau stérile, et on va procéder par tamponnement. On va ensuite rincer avec des compresses stériles et de l'eau stérile, et ensuite on va essuyer. Donc vous voyez, ça fait déjà 3 fois où on va être au contact de la peau, et rien que ça peut déjà être une source d'irritation. Et attention, le savon, pour dégraisser la peau, ça contient des tensioactifs, et si on rince mal le savon, le fait de laisser sur la peau ces tensioactifs peut être une source d'irritation et peut être aussi potentialisé par l'application ensuite de l'antiseptique. Donc, être très précautionneux sur cette phase de détertion qui peut elle-même déjà contenir un risque d'agression cutanée. Et enfin, quand on applique l'antiseptique, j'ai mis le rouleau de peinture pour vraiment avoir une image qui reste. Plus on va répéter les applications, eh bien, plus on va augmenter le risque de réaction cutanée sur la peau du nouveau-né. Donc, les réactions cutanées, c'est notre crainte à tous quand on est en phase d'antisepsie de la peau en néonatologie. Elles existent, elles ne sont pas si fréquentes que ça, mais elles peuvent être très graves, aller vraiment jusqu'à la nécrose cutanée. Et c'est d'où l'importance de bien comprendre ce qui se passe avec la maturation cutanée du nouveau-né. Et comme je l'ai déjà dit, plus la prématurité va être importante et l'âge postnatal faible, en particulier les 48 premières heures de vie, eh bien, plus le risque est important. Il faut aussi prendre en compte la surface cutanée. Quand on veut désinfecter le bras d'un prématuré, généralement, on va du bout des doigts jusqu'à l'épaule parce qu'on n'arrive pas à désinfecter que l'avant-bras, étant donné la taille du bras. Attention aux coulures aussi, quand on fait la désinfection, à la quantité de produits qu'on met sur les compresses, parce que c'est parfois pas au lieu où on a désinfecté, mais s'il y a une coulure dans le pli axillaire ou dans le pli inguinal, on peut avoir des réactions. Et puis, si on fait des applications prolongées et répétées, c'est tous ces facteurs qui vont faire le lit de la réaction cutanée. Donc, si on prend en compte toutes ces connaissances que j'ai essayé de vous rappeler brièvement, voilà ce que recommande la Société française d'hygiène hospitalière. D'abord, de respecter l'utilisation des antiseptiques, respecter le mode d'emploi, respecter les dates de péremption. Encore une fois, pardon, c'est des généralités qui sont valables au-delà de la néonatologie. Attention à la taille du conditionnement, on est en néonatologie, donc préférez les petits flacons. Si c'est des monodoses, c'est très bien, mais il faut jeter la monodose après l'avoir entamée, ne pas toucher l'extrémité du flacon, etc., etc. Bien refermer le flacon. Pour réaliser l'antisepsie cutanée en néonatologie, c'est important dans le service d'avoir un protocole ou une procédure qui décrit bien quels sont les produits dont on dispose et dans quelles conditions et comment il faut les appliquer. Bien sûr, toujours précéder les actes d'une friction hydroalcoolique des mains. Réaliser un nettoyage ou une détertion, ça c'est vraiment une recommandation propre à la néonatologie avant l'application de l'antiseptique. Ne pas imprégner, annexer les compresses. Les compresses ne doivent pas dégouliner. Il ne faut pas prendre le risque qu'il y ait du produit qui coule dans les plis cutanés. Ne jamais laisser des compresses imprégnées au contact de la peau. On applique le produit et après on attend le temps de contact qui, quel que soit le produit, vous allez voir qu'on vous recommande en néonatologie, est au minimum de 30 secondes. Et puis, ne pas rincer l'antiseptique tant qu'on n'a pas réalisé le geste d'effraction cutanée. Donc, en rouge, je vous l'ai remis, pas d'antiseptique alcoolique, pas de dérivés iodés. Et donc, les deux seuls produits qui sont actuellement utilisables en néonatologie et disponibles sur le marché en France sont soit des dérivés chlorés avec le daquin et la miquine, soit un produit qui contient de la chlorhexidine qui est la biceptine. Vous allez trouver dans la recommandation un tableau qui reprend produit par produit les phases les unes après les autres avec des recommandations dans la 3e colonne pour savoir comment on procède pour faire l'antisepsie cutanée à partir du moment de la détertion jusqu'à la désinfection. Donc là, le premier tableau concerne le daquin et la muquine.
vous voyez que pour le séchage, il n'est pas recommandé de sécher le produit ni de le rincer, mais on peut, surtout si on a analysé la situation et qu'on est en situation d'un extrême prématuré et qu'on est dans les 48 premières heures de vie et qu'on n'a encore jamais appliqué d'antiseptique sur la peau du nouveau-né, il est important et il est possible, au bout des 30 secondes d'application du produit, si visuellement il y a encore du produit sur la peau qui n'est pas séché et qui est encore en état liquide, il est possible avec une compresse stérile de la poser sur les lieux où il y a encore du produit pour absorber l'excédent de produit. Et ça va certainement contribuer à prévenir l'irritation de la peau. Voilà, vous avez la même chose ensuite avec la biseptine, à la différence près que la biseptine est un produit qui revendique une capacité de détertion et que donc il y a deux possibilités quand on choisit la biseptine comme antiseptique en néonatologie, soit de faire de la détertion en appliquant une première fois de la biseptine et en la tamponnant ensuite avec une compresse sèche stérile et en faisant une deuxième application de biseptine pour faire la désinfection, ou bien en utilisant un savon doux qu'on va rincer et sécher avant d'appliquer la biseptine. On a le choix entre les deux méthodes, mais il est recommandé, si la peau est visiblement souillée, de plutôt faire la détertion avec un savon doux plutôt que de le faire avec une première application de biseptine. Et comme pour le daquin et la muquine, vous avez la possibilité, au bout des 30 secondes de contact du produit, s'il y a un excédent de produit et que vous êtes dans une période très à risque de réaction cutanée pour le nouveau-né, d'absorber l'excédent. Il est aussi précisé dans les petites lignes en dessous que, vous savez, si on est dans cette situation-là, des premiers jours de vie chez un extrême prématuré, on craint beaucoup l'hypothermie et il est possible de faire d'abord cette première phase de détertion, d'entourer le membre qui a été désinfecté avec une compresse stérile et de refermer les hublots de l'incubateur pour permettre au nouveau-né de se réchauffer avant de passer à la phase de désinfection et de pose du cathé. Par rapport au rinçage, parce que c'est des habitudes qui sont beaucoup ancrées en néonatologie et qui ont été nourries par des expériences de réaction et d'allergie cutanée chez les nouveau-nés, il n'est pas recommandé de rincer la peau après l'application de l'antiseptique. Néanmoins, toujours pour ces grands prématurés dans les premiers jours de vie, il est possible de rincer la peau après avoir fait le geste d'effraction cutanée, donc pas sur la zone d'effraction cutanée, pas pile poil sur le point d'insertion du cathéter par exemple, mais tout le pourtour de la peau qui a été au contact avec l'antiseptique peut être rincé avec une compresse et de l'eau stérile et correctement séché après le geste. Et bien sûr, attendre toujours le séchage complet avant d'appliquer le pansement. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'antisepsie cutanée. Merci à Sarah Romano qui a coordonné ce travail et à Brigitte Richaud-Morel qui l'a piloté avec moi, aux membres du groupe de travail qui ont travaillé, aux relecteurs, et puis vous avez un peu de bibliographie, mais vous allez retrouver ça dans le document. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la deuxième thématique sur les soins de cordon et puis de garder les questions peut-être globalement à la fin de mon intervention. Donc, à la suite de ces premières recommandations, on a été sollicité et on a donc émis un avis en collaboration avec la Société française de néonatologie sur les soins de cordon. Donc, ça concerne les soins de cordon en maternité pour les nouveau-nés à terme. Le risque infectieux lié au cordon, il existe. Au moment de l'accouchement et dès que le cordon est sectionné, il est important de réaliser des soins donc pour prévenir l'infection parce que ça peut être une porte d'entrée et favoriser une bonne cicatrisation. Le reliquat du cordon va dessécher et va tomber généralement entre le 5e et le 15e jour après la naissance, et il peut arriver donc qu'il y ait une infection à partir de cette porte d'entrée. On appelle ça une omphalite. Et c'est souvent les bactéries de la peau du nouveau-né qui vont être à l'origine de cette infection. Et c'est une cause importante de morbimortalité, en particulier dans les pays en voie de développement. Et c'est pourquoi l'OMS a émis des recommandations régulièrement mises à jour sur les soins de cordon.
Bien sûr, pour les pays à haut niveau de ressources, comme le nôtre, hein, les omphalites sont rares, heureusement, avec une incidence, vous voyez, très basse en France. Donc, la SF2H et la Société française de néonatologie recommandent d'utiliser un antiseptique uniquement pour la section du cordon à la naissance. Et donc, on vient de voir quels sont les antiseptiques qui sont recommandés. Et ensuite, pour favoriser rapidement la colonisation du bébé par des bactéries non pathogènes, de faire très rapidement après la naissance un pot à pot avec la maman. Je ne vous apprends pas qu'on a donc découvert, par exemple, que les bébés qui naissaient par césarienne, ils n'avaient pas du tout le même microbiote cutané que les bébés qui naissaient par voie basse et qui sont immédiatement mis en pot à pot sur le ventre de la maman, hein, parce que malheureusement, pour les bébés qui naissent par césarienne, c'est en premier, c'est les mains des soignants et des professionnels qui vont les toucher. Et on a vu à quel point ça pouvait influencer sur leur microbiote cutané. Les soins du cordon devront être réalisés jusqu'à la chute du cordon et au-delà, hein, jusqu'à la cicatrisation complète de l'ombilique. Ils sont à faire une fois par jour, si possible au moment du bain, si le bébé a un bain ce jour-là, et sinon au moment d'un change, et ils sont à renouveler si le cordon est souillé par des selles ou des sérosités. Et bien sûr, ces soins sont à effectuer le plus tôt possible par les parents à la maternité qui doivent recevoir une formation et une information. Dans cet avis, donc, vous trouverez un petit tableau qui résume bien, étape par étape, comment on doit faire ce soin qui n'a rien de compliqué, qui doit commencer par une hygiène des mains, une friction hydroalcoolique si on est des professionnels de santé à la maternité, et pour les parents, plutôt un lavage des mains, et qui sera une bonne habitude à prendre chaque fois qu'ils devront faire des soins à leur nouveau-né. Avant de commencer le soin, il faut vérifier l'état et bien noter quel est l'aspect du cordon. Et ensuite, c'est très simple, hein, c'est une compresse non stérile, imbibée d'eau tiède et de savon liquide et qui va permettre de nettoyer le cordon et tout le pourtour du cordon qui sera rincé soit dans le bain, soit si on n'est pas dans le bain, avec une compresse non stérile, imbibée d'eau tiède pour procéder au rinçage. Et encore une fois, ne pas oublier, hein, il faut bien enlever le savon de sur la peau parce qu'il peut être source d'irritation s'il reste sur la peau. Et vous voyez ce qui est en gras dans les avant-derniers paragraphes là, du tableau, c'est que vraiment, il faut être très rigoureux dans le séchage du cordon. C'est certainement la phase la plus importante. Hein, il y a beaucoup de replis. Il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu sur le cordon pour bien déplier les replis et assurer un séchage par tamponnement rigoureux et ne pas laisser d'humidité dans ces plis. C'est vraiment ça qui va favoriser la prévention des infections et puis le bon séchage du cordon. Donc, il est recommandé, une fois qu'on a fait ce soin, de laisser le cordon hors de la couche. Hein. Il faut replier la couche pour que le cordon ne soit pas dans la couche. D'abord, il est plus à l'air et puis surtout, il est un peu plus à l'abri des excrétas. Respecter les précautions standards, ça on l'a vu à la maternité, par friction, notamment la friction hydroalcoolique. Mettre des gants si on est au contact des liquides biologiques et conforter l'éducation des parents autour du lavage des mains à l'eau et au savon avant de toucher leur nouveau-né. Pour le matériel, c'est bien d'avoir du matériel dédié pour le nouveau-né, des compresses non stériles en non tissé, du savon doux liquide avec un pH neutre, si possible écolabellisé parce que ça va garantir qu'il est sans parfum, sans perturbateur endocrinien et hypoallergénique. En tout cas, si vous devez donner des conseils aux parents, en fait, quand on regarde la composition du savon, les dermatologues nous ont appris que moins il contient de produits, moins il y a de lignes dans la composition, plus on a de chances qu'il ait une composition simple et sans irritant. Il est déconseillé d'utiliser un pain de savon pour cette phase-là, hein, parce qu'on sait que les pains de savon, s'ils restent dans l'humidité, ils peuvent favoriser la pullulation microbienne. Donc, la recommandation, elle est d'avoir un flacon de savon liquide, idéalement neuf, qui est commencé pour faire les soins au nouveau-né et qui va servir aussi pour sa toilette, pour ses changes et pour son bain. Proscrire les lingettes préimprégnées, les compresses réutilisables, les cotons-tiges, le coton qui va laisser des fibres de coton en place, et proscrire aussi les sprays asséchants, les osines, les huiles ou des pratiques
plus spéciales, comme l'application de lait maternel ou de miel ou de je ne sais quoi. Enfin, il faut vraiment rester très simple, de l'eau, du savon, de l'observation et un bon séchage. On peut retirer le clan de barre dès que le cordon a un aspect en fait sec au bout de 2 ou 3 jours. Dans les recommandations, il faut former les professionnels. C'est un changement de pratique pour les maternités qui ont encore des pratiques de désinfection du cordon avec un antiseptique et qui décident de changer de pratique. Il faut vraiment embarquer l'ensemble des équipes, des pédiatres et des professionnels qui sont auprès des mamans à la maternité et qui sont dans les salles d'accouchement. Il faut les former, présenter le principe, faire le ménage dans les produits qui sont disponibles dans les pharmacies pour vraiment que ça soit un travail d'équipe et un changement de pratique. Bien insister sur les points de vigilance, notamment la surveillance du cordon qui doit être quotidienne. Et les parents doivent vraiment être informés avant la sortie de ce qui doit les amener à consulter l'aspect inhabituel du cordon ou un cordon malodorant ou des sécrétions purulentes ou alors une rougeur qui apparaît autour de l'ombilic et que ces signes d'alerte, dès qu'ils apparaissent, ils doivent conduire les parents à consulter le jour même un professionnel de santé. Peu importe, ça peut être la PMI, ça peut être le pédiatre, ça peut être le service de soins, mais en tout cas, il faut consulter le jour même. Il faut les prévenir aussi que lorsque le cordon va tomber, il peut y avoir un petit écoulement qui n'a rien d'anormal et qui ne doit pas les inquiéter. Et il faut aussi qu'ils consultent si au-delà de 3 semaines, le cordon n'est pas tombé. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, bien leur préciser de continuer les soins jusqu'à la cicatrisation complète du cordon. Et puis, un établissement de santé, vous le savez, en tant que OH, si vous êtes informé d'une omphalite, il faut la déclarer. C'est un événement indésirable à signaler sur la plateforme ICIN. Et en ville, il y a aussi la plateforme, le portail de signalement qui peut être utilisé pour signaler cet événement. Et ça permet de suivre, en fait, l'incidence de ces infections, qui sont rares, mais qui peuvent avoir des conséquences graves. Je crois que c'est tout. Oui, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a un petit descriptif de ce qu'est l'omphalite avec les grades, les différents grades de l'omphalite. Voilà, un petit peu de bibliographie pour vos soirées d'hiver. Et puis, merci encore à Sarah qui a coordonné de main de maître ces groupes de travail, à Brigitte Morel qui les a pilotés avec moi et à toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture des recommandations et à leur relecture. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Valérie, c'était très intéressant et très très clair. On a une petite question qui pose sur l'utilisation des antiseptiques. On nous demande pour les prématurés qui restent hospitalisés pendant plus d'1 mois, donc s'ils ont 1 mois d'hospitalisation, est-ce qu'on peut commencer à utiliser la gamme d'antiseptiques alcooliques, chlorhexidine 0,5, 2% ou bétadine? Alors, normalement, oui, après 1 mois de vie, attention quand même au terme de naissance de l'enfant. Un enfant qui est né à 28 semaines d'aménorrhée ou 26 semaines d'aménorrhée, à 1 mois de vie, il faut raison garder. Mais pourquoi pas pour des bébés qui sont nés avec un terme plus tard? Oui, il n'y a pas de raison. Mais attention à 2 choses, donc ça, le terme de naissance et puis comment sa peau s'est comportée jusque-là avec les antiseptiques. Donc il faut y aller par petites touches et il faut vraiment observer. Chaque fois qu'on met un nouveau produit sur la peau du nouveau-né, il faut dans les heures qui suivent surveiller ce qui se passe sur sa peau. Mais bien sûr, ça ne pose pas de problème. Et attention parce que ça va vouloir dire que dans la néonatologie, on introduit aussi de la chlorhexidine alcoolique à 0,5% par exemple, et que donc on va faire cohabiter 2 antiseptiques qui ne sont pas indiqués pour tous les enfants qui sont présents dans la néonatologie. Voilà. Donc réfléchir peut-être plutôt en âge court et être vigilant pour les autres enfants. Oui, et la question se pose aussi pour la détertion. Peut-on utiliser les scrubs chlorhexidine ou bétadine après 1 mois de vie? Un savon antiseptique. Alors, bétadine, c'est pas recommandé, même après 1 mois de vie, c'est un peu plus long, la bétadine. Il faut un peu plus de temps, surtout si c'est pour faire la détertion de la peau, c'est une grosse application. Donc, attention aux produits iodés.
Et franchement, même chez l'adulte, hein, la détertion, on ne recommande pas absolument d'avoir un savon antiseptique. Donc, un savon doux, ça me paraît vraiment beaucoup plus indiqué, et en néonatologie, et même au-delà d'un mois de vie pour les tout petits. Il n'y a pas d'indication à avoir un savon antiseptique à mettre sur la peau. C'est vraiment le nettoyage avant l'antiseptique. Oui, pardon. Je t'écoute. Pardon, non, c'est moi, ça avait coupé. Sur la biseptine, ce n'est donc plus du tout d'actualité selon l'avis, alors qu'on le voit encore beaucoup prescrit en sortie de maternité, s'étonne une personne. Alors, c'est un avis, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, et il faut que les changements se fassent. Et vous voyez, si le changement ne se fait pas dans la maternité elle-même, forcément, on va continuer à prescrire les mêmes choses à la sortie de la maternité. Il faut que dès les premiers soins à la maternité, on adopte les nouvelles recommandations, et le soin de cordon à l'eau et au savon, qui ont fait tout à fait leurs preuves. Et les études montrent même que le cordon sécherait un peu plus vite que lorsqu'on emploie de la biseptine. Mais il faut changer les pratiques au niveau de la maternité, et après, ça va découler forcément de soi pour qu'on prescrive à la sortie de continuer les soins exactement de la même façon. Cet avis n'est pas si vieux que ça, hein, donc il faut laisser le temps aux maternités de se saisir des recommandations et de prendre les moyens de former les équipes et de changer les pratiques. Mais ça demande un changement de pratique. Tout à fait. Une question sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rincer hors grande prématurité un antiseptique qui n'a pas de rémanence? Oui, après c'est de la manipulation en plus avant de mettre le pansement. Par exemple, c'est souvent après l'insertion d'un cathéter veineux, donc on remouille la peau, il faut la sécher, etc. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre, hein. Mais on sait que en particulier la biseptine, hein, c'est vraiment sur la durée, chez les extrêmes prématurés. C'est peut-être bien de la rincer, surtout si on a fait un champ large et qu'on a fait une application large, et qu'on a une crainte de réaction cutanée. C'est là que c'est indiqué, le rinçage. Sinon, il n'y a pas de raison de le faire. Et la dernière, si la peau est Oui, visuellement vas-y. propre, la détention est-elle toujours indiquée avant antisepsie? Oui, en néonate, oui, hein, pour les raisons que j'ai expliquées. D'abord, les bébés, on le sait maintenant, hein, avec les soins de développement, on a arrêté de s'obstiner à laver les enfants tous les jours, hein. D'abord, ça n'avait pas une grande utilité, et puis surtout, ça c'est souvent une déperdition d'énergie, de chaleur très importante pour le nouveau-né. Donc, les bébés sont pas baignés tous les jours, sont pas lavés tous les jours. Alors, par exemple, si vous venez de faire, si c'est le jour de la toilette du nouveau-né, mais ça m'étonnerait que vous enchaîniez la toilette plus la désinfection de la peau plus la pose du cathé. Et on sait que il faut des temps de récupération chez les extrêmes prématurés quand on intervient sur eux. Mais si la toilette vient pas d'être faite, oui, ça c'est une recommandation absolue. Il faut faire un nettoyage de la peau avant d'appliquer l'antiseptique. Notamment parce qu'ils sont dans des milieux souvent de couveuses, qui sont très chauds, très humides, et Ah donc oui, une prolifération chaud et ils ne supérieure. sont pas lavés tous les jours. Et puis surtout, il y a une très grande proximité entre le bras, qui est souvent le lieu d'insertion du cathéter, et la couche, et donc un risque vraiment important de colonisation de la peau avec des germes qui n'auraient rien à faire avec le cathéter. Ça marche. Merci beaucoup Valérie. Il y a encore quelques questions, mais je vois l'heure avancée, donc on va donner la parole à Sarah Romano-Bertrand et on verra à la fin du webinaire si on a un petit peu de temps pour y répondre. Au pire, on vous fera une fois à question pour toutes les questions auxquelles on ne peut pas répondre en live. On essaiera de vous répondre a posteriori par écrit. Merci beaucoup Valérie. Sarah, c'est bon normalement? Parfait. Oui, je partage mon écran. J'espère que vous le voyez. Oui.
Super. Donc, moi, je vais vous présenter les dernières recommandations, enfin, qui commencent un peu à dater maintenant, mais les recommandations pour la prévention du risque infectieux associé aux cathéters veineux centraux de nutrition parentérale. Donc, ces recommandations qui avaient été publiées en mai 2020, qui ont peut-être manqué un peu de visibilité puisqu'on était en pleine crise sanitaire Covid. Et donc, je vais vous faire un petit focus sur ces différentes recos. Pour ce qui est du contexte, en fait, ces recommandations, elles font suite à la survenue d'événements indésirables graves, notamment à Chambéry, et qui a conduit la DGEOS à commanditer l'enquête NutriCat pour faire l'état des lieux des pratiques d'hygiène et de prévention des infections liées aux cathéters veineux centraux, donc pour la nutrition parentérale en néonate. Donc, enquête NutriCat qui a été publiée en 2015. Et qui montrait que les protocoles utilisés par les services de néonatologie s'appuyaient généralement sur des recommandations chez l'adulte, qu'ils adaptaient aux spécificités des nouveau-nés, mais avec aussi une très grande hétérogénéité des pratiques entre les différents centres. Et cette enquête concluait à la nécessité d'élaborer des recommandations adaptées et spécifiques à la néonatologie en tenant compte aussi de la diversité des matériels et des situations de soins. Donc, je ne vais pas y revenir, hein. Vous avez déjà eu un premier point sur l'aspect risque infectieux en néonatologie au cours du premier webinaire. Et puis, Valérie aussi a repris un certain nombre d'éléments. Mais évidemment, les nouveau-nés, notamment prématurés, quand ils sont de petits poids de naissance ou pour laquelle la naissance est accompagnée de complications, ils vont être hospitalisés en néonatologie. On peut avoir recours à de la nutrition parentérale pour les patients qui sont en incapacité partielle ou totale de s'alimenter par voie entérale. Et cette nutrition parentérale va nécessiter un abord vasculaire central, ce qui va donc constituer un facteur de risque infectieux. Et donc, la prévention de ce risque doit respecter des recommandations spécifiques à cette pratique. Et c'est donc ce que nous avons développé dans notre guide de recommandations de 2020. Donc pour cela, nous avons constitué un groupe de travail pluridisciplinaire avec des praticiens infirmiers hygiénistes, des néonatologistes, des puéricultrices et puis aussi des pharmaciens hospitaliers spécialisés des dispositifs médicaux et spécialisés pour la nutrition parentérale. Et notre guide de recommandation s'est appuyé sur le rapport IGAS et l'enquête NutriCat de 2015, mais également sur le guide de la Haute Autorité de Santé pour la nutrition parentérale en néonatologie publié en été 2018. Et puis, la Société française de néonatologie a été co-signataire de nos recommandations. Dans notre groupe de travail, nous avions des représentants des différentes sociétés savantes et associations qui sont impliquées dans la maîtrise du risque infectieux lié à la nutrition parentérale en néonatologie. Donc, vous avez les différents représentants sur cette diapositive. Je ne vais pas les détailler, mais j'en profite pour les remercier à nouveau pour leur investissement. Et puis, donc, une fois le groupe de travail constitué, nous avons délimité le champ des recommandations, donc, qui concernent exclusivement les cathéters veineux centraux qui sont utilisés pour la nutrition parentérale chez les nouveau-nés de moins d'un mois de vie, en considérant l'âge corrigé en cas de prématurité. Ces recommandations, elles sont basées sur la méthodologie de RCP, donc recommandations pour la pratique clinique de la Haute Autorité de Santé et également un consensus formalisé d'experts pour des questions spécifiques, je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis, une fois la recherche bibliographique réalisée, nous avons synthétisé la littérature, rédigé des argumentaires scientifiques, ce qui a permis de formuler des recommandations et de les coter. Et puis, il y a eu une validation finale par le conseil scientifique de la SF2H et une relecture externe également. Donc, nous nous sommes posé 18 questions, ce qui a permis de formuler 42 recommandations avec donc différents chapitres abordés. Un premier chapitre pour la pose du cathéter veineux central, donc tout ce qui concerne la préparation cutanée, le choix du cathéter, type et site de pose, les conditions de pose et les soins au point de ponction. Ensuite, un chapitre sur le montage des lignes de perfusion. Un chapitre sur l'entretien du CVC, donc au point d'insertion, également les manipulations des lignes de perfusion, et un chapitre important de conditions de ponction dans les poches de nutrition parentérale qui a fait appel à un consensus formalisé d'experts. Un chapitre sur le retrait des CVC, et puis la traçabilité et la surveillance.
Lors de la pose du cathéter veineux central, pour les différentes raisons qu'a déjà bien développé Valérie, notamment la fragilité du revêtement cutané chez les nouveau-nés, surtout quand ils sont prématurés, la prise en charge en incubateur, donc ce fameux milieu tropical qui va effectivement favoriser le développement des micro-organismes au niveau du microbiote cutané, mais également le risque de toxicité cutanée qui contre-indique l'utilisation d'antiseptiques majeurs. Il est recommandé en néonatologie de réaliser systématiquement une détertion, donc un nettoyage de la peau avant l'application de l'antiseptique, alors que ce n'est pas le cas chez l'adulte, puisque chez l'adulte et chez l'enfant, je vous rappelle qu'on ne fait pas de nettoyage systématique, mais uniquement en cas de souillure visuelle. Les 3 premières recommandations qui concernent l'antisepsie cutanée correspondent aux recommandations que Valérie nous a détaillées, donc j'y reviens pas. Et on a également mis dans le guide de recommandation donc des tableaux de synthèse sur les précautions d'emploi des savons non antiseptiques, donc ce premier tableau 1. Un tableau sur la synthèse des résumés des caractéristiques des produits antiseptiques que l'on peut utiliser chez les prématurés et les nouveau-nés de moins de 1 mois, donc avec les deux possibilités, soit la chlorhexidine faiblement alcoolisée, donc la biseptine, soit des produits chlorés, l'amuquine ou le daquin, étant les 2 seules familles d'antiseptiques que l'on peut utiliser en néonatologie. Et puis 2 tableaux sur les étapes d'antisepsie à respecter. Donc le tableau pour les étapes quand on utilise la gamme chlorée avec le nettoyage préalable, et puis un tableau spécifique pour le produit biseptine avec les 2 badigeons d'antiseptique, le premier correspondant au nettoyage cutané. Là aussi, je ne reviens pas en détail puisque Valérie nous a très bien expliqué tout ça pendant sa présentation. Pour ce qui est du choix du cathéter veineux central, donc la recommandation R4, il est recommandé d'utiliser un CVC en silicone ou en polyuréthane pour la nutrition parentérale en néonatologie. Donc en ce qui concerne le risque infectieux, la composition du cathéter silicone ou polyuréthane, on ne peut pas distinguer les deux. Par contre, c'est plus par rapport à des critères cliniques qu'on fera le choix de l'un ou l'autre, puisque les cathéters en silicone, ils ont une meilleure durée de vie, en fait, enfin une plus longue durée de vie. Donc pour des maintiens longs, on va plutôt privilégier ce type de cathéter, alors que les cathéters en polyuréthane ont l'avantage d'avoir un diamètre, enfin une lumière interne beaucoup plus grande que les cathéters en silicone pour un diamètre externe équivalent. Donc ça peut avoir du sens de choisir plutôt le polyuréthane en fonction du type d'administration et de la durée de maintien du cathéter. Pour ce qui est du site d'insertion à privilégier, donc, il est fortement recommandé d'utiliser un abord central pour l'administration de la nutrition parentérale. On peut utiliser la voie ombilicale dans les 48 premières heures de vie pour l'administration de la nutrition parentérale. Par contre, il est recommandé de passer à une voie d'abord centrale autre que la voie ombilicale le plus rapidement possible. Sachant que la voie ombilicale est quand même plutôt une voie d'urgence et qu'on va l'utiliser dans les 7 premiers jours de vie avant de passer sur une autre voie d'abord. Bon, ces recommandations peuvent évoluer, et notamment dans le cadre des futures recommandations spécifiques aux cathés centraux pour la voie ombilicale, puisque comme l'a dit Valérie, un nouveau groupe de travail s'est constitué et va statuer sur cette thématique spécifique. En ce qui concerne les conditions de pose, le nombre d'intervenants pour la pose du cathé central, il est recommandé d'être au minimum 2, un opérateur et un aide-opérateur pour réaliser la pose du CVC. L'opérateur et l'aide-opérateur doivent être formés et expérimentés. Donc ça, c'est important de le rappeler. Les conditions d'asepsie nécessaires pour la pose d'un cathéter veineux central. Il est fortement recommandé d'appliquer les conditions d'asepsie chirurgicale pour la pose du cathéter veineux central. Donc, utiliser un champ stérile large. Pour tout professionnel en contact direct avec le champ de pose, donc c'est le cas de l'opérateur, mais ça peut aussi être le cas de l'aide-opérateur dans certaines situations. Donc, ceux-ci devront revêtir une coiffe, un masque à usage médical. Ils devront réaliser une désinfection chirurgicale des mains par friction hydroalcoolique et porter une casaque et des gants stériles. En l'absence de contact direct avec le champ de pose, donc pour l'aide-opérateur notamment, le port d'une coiffe, d'un masque à usage médical et une désinfection des mains par friction hydroalcoolique.
Quelle modalité de fixation du cathéter au point de ponction? Alors, premier élément important, il est fortement recommandé de fixer le cathéter central. Et puis, il est possible d'utiliser ou de ne pas utiliser de colle cutanée au point de ponction du cathéter veineux central. C'est vrai que cette pratique est réalisée dans certains centres de néonatologie et elle peut avoir un intérêt pour fixer le cathéter sans faire de point notamment ou d'utiliser des strips qui peuvent endommager la peau. Par contre, on ne peut pas le recommander en termes de risque infectieux, notamment par manque de littérature spécifique sur le sujet. Pour ce qui est du pansement à choisir, donc il est fortement recommandé de couvrir le site d'insertion du CVC en utilisant un pansement stérile transparent en polyuréthane qui va laisser le point de ponction visible pour permettre sa surveillance. Et donc ça, c'est les mêmes recommandations que chez l'enfant et l'adulte. Et il est fortement recommandé de ne pas utiliser de pansement imprégné de chlorhexidine chez les prématurés, pour toutes les raisons qu'a évoquées Valérie, notamment par rapport au problème de tolérance cutanée chez les nouveau-nés. Un petit point sur le montage des lignes de perfusion et notamment sur l'utilisation de filtres sur les lignes de perfusion. Donc, la Haute Autorité de Santé, en juillet 2018, a recommandé l'utilisation de ces filtres, mais cette recommandation porte sur la prévention d'un risque particulier. Quand on regarde la bibliographie spécifique à la prévention du risque infectieux, il n'y a pas de recommandation d'argument pour recommander leur utilisation. Donc la R15 nous dit qu'il est possible d'utiliser ou de ne pas utiliser de filtre sur la ligne de perfusion de nutrition parentérale pour la prévention du risque infectieux. Par contre, un petit commentaire, en cas d'utilisation de filtre, celui-ci devrait être placé au plus près de la ligne de connexion proximale du cathéter. Et donc, ça peut quand même avoir du sens pour prévenir un risque particulier, notamment en cas d'administration de différents médicaments ou différentes molécules qui pourraient avoir des interactions. Alors, pour ce qui est des conditions de ponction dans les poches de nutrition parentérale en service de soins, pour répondre à cette question très spécifique et qui était une vraie attente de terrain, nous avons fait appel à un consensus formalisé d'experts, tout simplement parce que cette activité est normalement sous la responsabilité pharmaceutique et devrait donc être réalisée soit dans des pharmacies industrielles avec des nutritions parentales qui ont une AMM, soit en PUI dans l'établissement de santé. Mais on sait qu'en pratique, il y a certains centres qui n'ont pas de PUI en continu et qui font quelquefois des ponctions dans ces poches de nutrition parentale en service de soins. Donc, c'était important de pouvoir encadrer cette pratique pour prévenir un risque infectieux, puisque c'était notamment cela qui avait conduit aux événements indésirables graves et au décès de nouveau-nés prématurés. Donc, sur cette figure, vous avez un arbre décisionnel sur le choix des mélanges de nutrition parentérale en fonction du gradient de sécurité pour le patient. Et c'est une figure que nous avons repris du guide de la Haute Autorité de Santé de 2018. Donc, ce consensus formalisé d'experts a abouti à de nombreuses recommandations et notamment des premières recommandations sur l'encadrement strict et rigoureux de ces pratiques au niveau institutionnel, puisque, je le rappelle, elles sortent d'un cadre réglementaire et donc il est important d'avoir des procédures qui vont décrire les situations dans lesquelles un service de soins peut être amené à faire des ponctions dans les poches de nutrition parentérale et il faut que ces procédures soient validées au niveau institutionnel. Des recommandations sur le binôme opérateur et aide-opérateur qui vont réaliser ces ponctions. Donc, ils doivent être formés, habilités et ils doivent réaliser ces ponctions dans des conditions d'asepsie définies. Des recommandations sur la prescription et la validation de la prescription, mais également sur la vérification de la préparation et la traçabilité et l'étiquetage. Donc, c'est des recommandations classiques pour tout ce qui concerne des préparations pharmaceutiques. Et puis, un point très, très important sur les caractéristiques des locaux dans lesquels ces ponctions peuvent être réalisées. Et donc, il faut que ce soit dans une salle dédiée avec une absence de dérangement, d'interruption de tâches pendant la manipulation, à minima pendant la préparation, si le service ne peut pas disposer d'une salle dédiée exclusivement à ces ponctions.
Dans la salle, il faudra un micro-environnement de classe A, donc soit un poste de sécurité microbiologique de type 2, soit une hotte à flux laminaire qu'on appelle aussi un isolateur. Et puis, il faut que les utilisateurs soient spécifiquement formés à l'utilisation de ce micro-environnement de classe A. Pour le cas particulier des émulsions lipidiques, donc il est recommandé d'utiliser des lipides présentés en seringues pré-remplies, produites selon les procédés pharmaceutiques de fabrication aseptique de type industriel et validés, ou à défaut dans des conditions de production manipulation décrites dans les recommandations ci-dessus, donc dans une salle dédiée et dans un micro-environnement de classe A. Donc ça, c'était un point important puisque on ne dispose pas malheureusement de contenants, enfin de petits volumes de lipides. Et donc, généralement, il y a beaucoup de manipulations pour la préparation des lipides pour la nutrition parentérale. Mais il faut que ces manipulations puissent être réalisées dans des conditions de sécurité industrielle, conformément aux bonnes pratiques de préparation pharmaceutique, surtout que le support lipidique est vraiment favorable à la multiplication bactérienne. Et donc, dans le guide, nous avons aussi souligné le souhait que les fabricants puissent fournir des lipides en conditionnement prêt à l'emploi, adaptés à la néonatologie. Pour ce qui est de l'entretien du cathéter veineux central au point d'insertion, donc les recommandations sur le rythme de réfection du pansement et les conditions d'asepsie à respecter. Donc, il est fortement recommandé de procéder à la réfection immédiate du pansement uniquement s'il est décollé ou souillé. Et donc ça, c'est une recommandation qui est valable aussi en pédiatrie ou chez l'adulte. Il est fortement recommandé de ne pas changer systématiquement le pansement à une fréquence définie. Et il est fortement recommandé de respecter les mêmes conditions d'asepsie pour la réfection du pansement que pour la pose du cathéter veineux central. Donc ça, c'était important aussi de le rappeler. Pour ce qui est des conditions d'asepsie pour la manipulation d'une ligne de perfusion de nutrition parentérale, en fait, on a distingué la connexion proximale et la connexion distale. Pour ce qui est de la connexion proximale, pour l'opérateur, il faut respecter une désinfection des mains par friction hydroalcoolique, le port de gants stériles, d'une tenue professionnelle propre ou à défaut d'un tablier, d'une surblouse à usage unique, d'une coiffe et d'un masque à usage médical. Et pour l'aide opérateur, une désinfection des mains par friction, port d'une coiffe et port d'un masque à usage médical. Enfin, pour la réalisation du soin, l'utilisation d'un champ stérile. Pour ce qui est de la ligne de perfusion secondaire, donc la connexion distale, la recommandation est que l'opérateur réalise uniquement une friction des mains par solution hydroalcoolique. Et enfin, un élément très important, il est recommandé d'utiliser des compresses stériles imprégnées d'antiseptiques alcooliques pour toute manipulation des lignes de perfusion. Et donc ce point, il est vraiment important de le rappeler puisque comme en néonatologie, nous n'utilisons pas d'antiseptiques alcooliques, on constate quelquefois dans les services que, à défaut d'avoir sous la main cet antiseptique alcoolique, les personnes vont plutôt utiliser de la biseptine pour désinfecter les connectiques et la biseptine n'est pas du tout efficace dans ce cas. Donc, il faut vraiment insister sur l'importance de l'utilisation d'un vrai antiseptique alcoolique. Donc, un petit tableau de synthèse qui reprend ces différents éléments sur les tenues des soignants opérateurs et aides opérateurs pour les manipulations de la connexion proximale. Et également un tableau qui reprend les mesures d'asepsie à respecter lors de la manipulation des lignes de perfusion, mais tous les éléments aussi d'organisation du soin, de l'environnement dans lequel est réalisé le soin. Et là, vous ne voyez pas de distinguo entre la ligne de perfusion proximale et la ligne de perfusion distale. L'environnement doit être propre, calme, bien éclairé. La température de l'incubateur ou du berceau chauffant conforme aux besoins de l'enfant et à la prescription médicale. Il faudra aussi prendre le soin de retirer tous les objets non nécessaires qui sont présents auprès du nouveau-né avant la réalisation du soin. Pas de perturbation, un plan de travail nettoyé, désinfecté, libre et stable, et puis un nombre de personnes réduite pendant le geste.
Et la désinfection des dispositifs, donc c'est ce que je vous disais, hein, l'importance de désinfecter avec une compresse imprégnée d'antiseptique alcoolique par friction, donc pendant au moins 15 secondes avant les manipulations sur les voies. À quel rythme changer les lignes de perfusion? Donc, il est fortement recommandé de changer les tubulures de perfusion d'émulsion lipidique au maximum toutes les 24 heures, de ne pas changer la ligne de perfusion principale avant 4 jours sans excéder 7 jours. Et en cas d'utilisation de valves bidirectionnelles, il est recommandé de les changer tous les 7 jours. Donc ça, c'est les mêmes recommandations qu'en pédiatrie et que chez l'adulte. Alors, juste un petit point dans les commentaires sur le rinçage pulsé. Donc, il est recommandé de réaliser un rinçage pulsé chez l'adulte. Par contre, c'est vrai que chez l'enfant, enfin notamment chez les nouveau-nés prématurés, le rinçage pulsé ne va pas être systématique, notamment à cause d'un risque d'hémodilution importante si on réalise cette pratique. Et donc ça, c'est vraiment au cas par cas à le réfléchir. Pour ce qui est du retrait du cathéter veineux central, quelles conditions d'asepsie à respecter? Donc, ça va être la désinfection des mains de l'opérateur par friction hydroalcoolique, le port d'un masque à usage médical et de gants non stériles à usage unique, et la désinfection de la peau par une solution antiseptique adaptée, avec l'importance d'évaluer quotidiennement la pertinence du maintien du cathéter veineux central et le retrait aussitôt que possible. Pour la traçabilité et la surveillance, donc il est fortement recommandé d'assurer une traçabilité du CVC dans le dossier du patient en précisant le type de cathéter, la date de pose, la date d'ablation, le calibre, le site de pose et le nom de l'opérateur. Et il est fortement recommandé de réaliser une surveillance clinique, au moins quotidienne, de l'état du patient et du site d'insertion, de tracer, d'informer l'équipe et le représentant légal du nouveau-né de toute complication liée au cathéter veineux central. Donc pour conclure, dans le guide de recommandation, il y a 42 recommandations pour prévenir de manière spécifique le risque infectieux lié au CVC utilisé pour la nutrition parentérale en néonatologie. Alors évidemment, en une demi-heure, je n'ai pas le temps de toutes vous les détailler, mais je vous invite à lire le guide complet de recommandations. Donc, on peut conclure que malgré tout, le niveau de preuve de ces recommandations est parfois faible parce qu'on manque cruellement d'études spécifiques à la néonatologie. D'où l'importance de promouvoir des travaux de recherche clinique pour améliorer nos connaissances. Un autre élément important à souligner et qui est important de manière générale dans la prévention du risque infectieux, c'est que souvent on a du mal à trouver de la littérature qui va nous permettre de sous-tendre l'efficacité d'une mesure pour diminuer l'incidence des infections, mais par contre, on sait que l'application contributive de toutes les recommandations sous la forme de bundle de mesures va, elle, être efficace significativement sur la prévention du risque infectieux. Et enfin, dans notre guide de recommandation, il y a aussi un petit paragraphe qui rappelle l'importance de rédiger des protocoles et des checklists pour justement créer des bundles de recommandations. Et c'est vraiment la stratégie la plus importante pour améliorer la sécurité des soins au CVC utilisés dans le cadre de la néonate, mais même de manière plus générale pour toute la prévention du risque infectieux. Pour conclure, je voulais juste aussi vous parler de 3 avis qui ont été récemment publiés suite à l'alerte sur les bactériémies nosocomiales à Staphylococcus multirésistants aux antibiotiques dans les secteurs de néonatologie. Donc, il y a eu un premier avis en juillet 2022 qui reprend les bonnes pratiques de soins aux nouveau-nés pour prévenir les infections sur les dispositifs invasifs et la transmission croisée en secteur de soins de néonatologie. Cet avis fait la synthèse des différentes mesures de prévention des IAS en néonatologie. Il met aussi à disposition un outil d'évaluation du respect des recommandations pour aider l'investigation des IAS et des épidémies d'IAS. Et donc, cet outil a été mis à disposition par l'AP-HP. Il est vraiment extrêmement bien construit et je vous invite à vous l'approprier, à l'utiliser.
Et puis cet avis était évidemment pas restreint aux bactériémies, à Staphylococcus hemolyticus, mais à la prévention du risque infectieux en néonatologie de manière générale. Un autre avis publié en partenariat avec la Société française de microbiologie et la Société française de néonatologie sur les bonnes pratiques de dépistage des micro-organismes dans ces secteurs de soins, basé sur des enquêtes de pratique auprès des laboratoires. Et donc, ça permet de reprendre les recommandations sur les modalités de dépistage, là aussi qui ne se limite pas au Staphylococcus hemolyticus, et ça permet d'homogénéiser les pratiques. Et puis, un dernier avis de mars 2023 sur les méthodes de diagnostic des infections, pratiques d'antibiothérapie et modalités indication de la surveillance de la flore. Avis rédigé sur la base des données de la littérature, des données épidémiologiques disponibles en France et des résultats d'un questionnaire de pratique auprès des services de réanimation néonatale. Ces 3 avis sont disponibles sur le site de la SF2H et sur les sites de la SFN et de la SFM. Et donc là aussi, je vous invite à les lire. Et je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Au vu de l'heure, si ça ne te dérange pas, on va avancer pour le topo suivant et puis on prendra les questions à la fin, parce qu'on n'a pas eu de questions majeures là dans le chat. Quoique, il y en a une qui vient d'arriver. Je vous la pose très rapidement. Que préconisez-vous pour la réfection du pansement du cathéter Jonathan? Fréquence et quel type de pansement utilisez-vous? Alors, sur la fréquence, justement, c'est ce que je disais. En fait, il n'y a pas de fréquence de réflexion de pansement. Hein. On va, surtout en néonate, finalement, on ne changera pas le pansement systématique, sauf s'il est décollé ou souillé, ou si on constate une infection, une irritation au point de ponction. Le type de pansement, donc on utilise plutôt des pansements en polyuréthane transparent, type Tegaderm, en fait, un pansement assez classique. On va donner à Nathalie. Merci encore, Sarah. Normalement, Nathalie, vous avez la main. Alors. Ouais, c'est pas bon. Hein. Alors, il m'a dit mon oui. Ouais. Et là, je fais ça. Ouais. Hop. On a des petits problèmes avec votre caméra, mais on vous entend bien. Je fais le shop. Je vais remonter. Et on voit votre diaporama. Je sais. Vas-y. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous avez à l'écran? Oui. On voit votre écran. Est-ce que... Il n'y a pas le diaporama en plein écran. On voit votre écran. Ok, super. Donc, merci déjà. Au nom de l'équipe Skiadi, là, je vais vous présenter en prenant 2 volets finalement, d'abord en revenant sur les résultats nationaux et ça va faire suite. Et puis ensuite, je terminerai par la présentation de l'étude que nous avons menée en 2024 dans l'urgence des bactéries nosocomiales acquises dans les services de réanimation et de médecine néonatale. Excusez-moi, je pense qu'il va mieux que vous coupiez votre caméra parce que je pense que vous avez des problèmes de réseau. Pour moi. Donc, est-ce que ça a avancé? Oui. On vous entend très mal. Vous les voyez toujours. Ouais, mais pourtant, je suis sur le filaire. Hein. Je suis. Vous voyez plus mes diapos?
Non, pas Bah, c'est très assuré et ça capte mal, donc peut-être en coupant votre caméra, ce compliqué. serait mieux. Vous nous entendez toujours? Moi, je veux couper ma caméra. Oui. Donc, les résultats, je vais remonter. Les résultats que je vais vous présenter, ils sont issus d'une cohorte de 63 services, 24 services qui ont participé à au moins 4 des 5 campagnes depuis 2019. Il y a une centaine de services à peu près qui ont participé à la surveillance piétine. Il y a 63 qui ont participé quasiment. On a 17, à partir de ces 63 services, il y en a 17 services de réanimation néonatale qui sont néo-infadie, qui est la prolongation stricte de Néo 4. D'ailleurs, qu'est-ce que montre la surveillance de ces bébés dans les 5 ans? Finalement, pour On ne vous entend plus. 5 années, on était en 2019 à 53% des femmes. On est... Pardon? Je pense que vous avez des gros problèmes de connexion. Je suis désolée, c'est très haché. Ouais, c'était déjà un peu le cas, nous, avec la... Bon, vous voyez une augmentation de la part des nouveau-nés. Certainement en lien avec ce changement de population, on a une augmentation avec plus de cathéters de type CVC rapportés à 100 nouveau-nés sur ces cathéters. Deuxième information. Maintenant, quand on regarde les nouveau-nés infectés, ceux qui font une bactériémie acquise, là, on observe peu de modifications, à l'exception encore de dans le poids de naissance est inférieur à 1500 grammes. Vous voyez, il y en avait 64% des nouveau-nés infectés en 2019, 20% en 2023. Alors, les messages, donc, vous voyez, il y en a plus de 600 sur les 5 campagnes. Associés à ces bactériémies, ils sont des staphylocoques, avec un petit peu de Staph aureus, mais surtout les deux Staphylococcus. Donc ça, c'est important. Que l'incidence de des bactériémies dans ces services, donc pour ces 60 bleus, une augmentation légère, mais toutefois significative, de l'incidence des enfants. Et quand on ne prend que les enfants qui sont parmi les plus fragiles, c'est-à-dire le poids de naissance inférieur à 28 semaines, sont les courbes vertes et rouges. On voit que l'augmentation de l'incidence des bactériémies retrouvée pour cette population de nouveau-nés. Je suis désolée, Nathalie, c'est vraiment très
On n'arrive vraiment pas à suivre la présentation. L'augmentation de l'incidence des bactéries nosocomiales, qu'on les prend germe par germe, en fait, on s'aperçoit qu'une hémolyticus. Donc finalement, l'augmentation de l'incidence des bactériémies chez ces nouveau-nés, elle est due. Là, sur ce tableau, vous avez les données des 24 services de réanimation néonatale. Vous voulez dire quelque chose? Oui, on vous entend vraiment assuré, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous auriez possibilité de passer par un autre? Quand on isole ces bactériémies à Staphylococcus, on voit qu'elles concernent les particules. Et on voit une progression de la part des nouveau-nés qui ont un poids de naissance inférieur à 750 grammes. Des nouveau-nés qui avaient une bactériémie à Staphylococcus, et aujourd'hui, ils en représentent un. Quand on regarde ces bactériémies néonatales à Staphylococcus, on peut dire que presque 2 sur 3 sont liés à des deuxième position, les CVO. On voit aussi qu'il y a 20% finalement à peu près des bactériémies qui n'ont pas d'intercentraux, mais que la porte d'entrée, en tout cas, ça fait déjà même 2 tiers de bactériémies sur cathéter. Alors ces nationales de référence, elles ont été séquencées depuis plusieurs années et confrontées à des cas groupés de ces bactériémies à Staphylococcus très limitée. Et cette analyse génomique a montré qu'une unique, et par contre que grosso modo chaque service a son clone qui est intra-service. Ce qui est sûr, c'est que Staphylococcus est équipé pour pouvoir faire du biofilm, énormément de biofilm, et donc ce qui est un facteur de risque plein de service. Ce qui est vraiment marquant, bactériémies à staphylocoque dans ces services, dans les services de réanimation de cette cohorte, on voit, comme vous pouvez voir ici, c'est les courbes bleues, vertes, oranges, que global en dehors de Staphylococcus ne bouge pas trop sur la période. Ce qui bouge, c'est Molyticus. C'est la courbe orange, mais surtout les nouveau-nés qui ont une bactériémie à Staphylococcus de naissance inférieure à 750 grammes, ou d'âge gestationnel inférieur à 28 semaines, ce sont les courbes rouges et rouges. Ces nouveau-nés dont finalement la fréquence de prise en charge augmente, qui ont besoin de plus de cathétérisme, qui sont hospitalisés plus longtemps, d'alimentation parentérale et plus longtemps, qui font l'objet de ces. Donc, comme Sarah l'a dit tout à l'heure, ça fait l'objet d'une alerte nationale qui a dit partie prenante pour essayer d'avancer vers des explications de recherche. Pas encore élucidé. Si on se résume, finalement, donc, on a une augmentation de l'incidence des beaucoup
biofilm. Alors nous, évidemment, ça nous parle, biofilm, cathéter, hein, il y a vraiment des accointances. Chez manipulation de ligne, montage de perfusion, les manipulations de lignes qui sont évidemment fréquents et pour lesquels ils sont très rigoureuses du point de vue de l'asepsie, peuvent être à l'origine de contamination endoluminale, dans lesquelles il y a des recommandations, et en particulier les recommandations de changement de ligne, comme Sarah on a des questions hein, pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas vraiment des données actuelles. À quel rythme particulier chez ces bébés pour lesquels les perfusions sont de longue durée? Est-ce qu'il est dépendant de justement d'une durée particulière d'utilisation réalisée en 2024 une étude à laquelle on espère que ça arrive aussi dans un contexte où les pratiques évoluent, il y a des dispositifs qui évoluent, mettent des pratiques qui ne sont pas raccord avec les recommandations et en particulier avec l'utilisation des lignes au-delà des 7 jours. Et, évidemment, de s'attaquer à cette problématique pour la durée, la durée de l'utilisation des lignes, bio pour le biofilm et line pour les lignes, bien sûr. Les lignes et de leur changement, eh bien, on a ou pas des germes qui, et en particulier les molyticus, qui vraiment à essayer de travailler sur la ligne principale, c'est-à-dire la partie la plus proche, juste après la première connexion, c'est-à-dire la connexion proximale. C'est ce morceau-là qui va être investi en plusieurs étapes, hein, mais globalement, bon, alors le protocole sera à disposition bientôt hein, sur le et globalement, vous allez nous transmettre les lignes et ici, au lab des endoscopes, hein, finalement, essayer de décoller le biofilm qu'il y a dans les lignes, essayer de voir ce qui est finalement. Donc, la plus grande difficulté, vous voyez, des bonnes parties et qu'on sache bien ce que vous nous envoyez. En fait, on s'est aperçu par l'étude des pratiques et puis limité assez importante des montages hein, qui sont toujours très complexes, mais il y a pas mal de façons de la partie entre la flèche verte là en haut et cette partie-là, alors service, c'est au moment du changement, au lieu de mettre la ligne à la poubelle, il va falloir nous la transmettre. Au moment du retrait, cette portion de ligne et puis nous l'envoyer. Un plastique qui visera à voir comment sont manipulées ces lignes en proximal parce que l'information qu'on a et des observations qu'on a avec notre module d'observation des pratiques, un dispositif, on manipule sur des connexions proximales avec pour les manipulations
population proximale, et en particulier sans les gants stériles et sans l'asepsie extrêmement. Et puis, une fois la ligne arrivée ici, à la Spiadi, donc elle va un traitement particulier, il va y avoir un liquide qui va être injecté à l'intérieur, il va y avoir un traitement particulier qui va viser à éventuellement, s'il est là, décrocher ce biofilm, et puis ensuite, donc ça, on sait faire, hein, c'est des choses qui vont être faites dans le cadre du laboratoire d'hygiène du cerveau d'Ousmane Traoré à Clermont, et puis ce qui est la procédure pour le traitement des endoscopes, qui va nous permettre de pouvoir juger si oui ou non certains dispositifs, il y a ou pas ces biofilms, et l'installation et donc du rythme de changement des lignes. Donc voilà, je pense que ça a été compliqué, j'espère que je veux bien les questions si vous en avez. Merci beaucoup Nathalie. Malheureusement, il y a eu des gros problèmes de son. Vous êtes complètement perdu. On ne vous a pas Si, très bien entendu. Cela étant, les diapositives étaient très très claires. Donc, on a réussi à suivre, mais c'est vrai qu'on n'entendait pas forcément bien vos commentaires. Je n'ai pas tout de suite de questions directement pour vous. Si peut-être il y avait une question sur les dispositifs, les nouveaux dispositifs type Edelweiss, et sur la durée de changement de ce dispositif qui est préconisé. Je ne m'entends pas, c'est complètement figé. Peut-être que Valérie également peut mettre sa caméra. Si Valérie Souéry peut également se remettre en ligne, et Sarah Romano-Bertrand a malheureusement dû nous quitter, mais nous lui ferons parvenir les questions qui la concernent. Bon, nous avons des petites difficultés. Je vais me permettre de peut-être donner une partie de réponse. Les dispositifs Edelweiss, il y a une durée qui est donnée par le fabricant de 21 jours, mais c'est vrai que ça reste un prolongateur et que ce ne sont pas les pratiques pour les changements de ligne habituellement dans nos recommandations. Et donc, il reste un flou sur ce sujet, mais justement, peut-être que sûrement même que l'étude proposée par Spiadi va nous permettre d'avoir plus de données solides. J'ai plus de son, j'ai plus rien. Pour avancer sur le sujet. Ensuite, il y a pas mal de questions sur quel antiseptique utiliser entre la bétadine, la chlorhexidine. Il y a un avis de la néonate, de la SF2H, pardon, qui a été émis il y a de ça 1 an et demi, qui est disponible sur les différents antiseptiques qui peuvent être utilisés chez le nouveau-né. C'est ce que Valérie Souéry a présenté tout à l'heure. Et donc, ceci est disponible en libre accès sur le site de la SF2H. Au vu de l'heure, je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions, mais on a bien gardé les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, et on va essayer de faire un document pour répondre à ces questions et qu'on va essayer de diffuser le plus vite possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir été si nombreux connectés. Nous nous excusons à nouveau des problèmes techniques qu'il y a pu y avoir sur la fin de ce webinaire. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier opus du webinaire qui va porter cette fois sur le lait maternel et tout ce qui est la partie environnementale. Et donc, nous espérons vous y voir tout aussi nombreux. Et on vous remercie encore de votre présence. Très bonne après-midi.